C'est vraiment cette idée que la vie n'est pas une histoire personnelle, quoi. Hmm. Sans les autres, nous n'existons pas. Sans le lien, il n'y a personne. Il n'y a que le chaos. Bonjour à vous et bonsoir à ceux qui nous regarderont le soir. Voilà, je suis pour la troisième fois en compagnie d'Éric Bardot. Bonjour Éric. Bonjour Marie. Donc je ne vous présente plus, mais avant d'entamer ce dialogue féminin-masculin tel que nous avons prévu, je vous souhaite tous les meilleurs yeux 2026 parce que en fait c'est un petit peu ça que nous préconise l'ère du temps en fait, hein, d'ouvrir un peu plus nos yeux, d'éveiller nos consciences et puis les meilleurs yeux, vous savez bien, c'est lesquels, hein, c'est ceux du cœur. Et je trouve que c'est assez cohérent justement avec cette série de vidéos que nous avons entamée avec Eric parce que on est vraiment allé décortiquer jusqu'à présent dans les deux premières vidéos ces processus relationnels, ces jeux subtils, ces jeux perverses même parfois, hein, voilà ce qui se passe en fait derrière parfois les dynamiques relationnelles et qui font de la relation parfois un véritable piège, une véritable emprise. Et donc voilà, aujourd'hui on a imaginé, pour terminer ce triptyque, entamer un dialogue entre le féminin et le masculin. Mais ce que je disais juste avant à Eric, c'est qu'effectivement, ce dialogue féminin-masculin n'est absolument pas sexué parce que, il vient interpeller des principes de vie et pas forcément l'homme et la femme. Et en fait, c'est transversal à plein de choses, à la vie en fait. C'est principe féminin-masculin, c'est juste l'univers même qui est fondé sur ces deux principes. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, Eric? Quand on parle du féminin et du masculin comme principe, c'est en termes d'énergie de vie. Mais il n'empêche, et ça me semble important de le spécifier, c'est que ces principes, et c'est la vie qui nous a fait ainsi, que ces principes sont amenés à s'exprimer dans deux sexes qui est l'un l'homme et l'autre la femme. Et, euh, et c'est pas nous qui décidons ça, c'est la vie qui a fait. D'ailleurs, nous ne sommes pas la seule espèce Ouais. qui répond à... Alors, je dirais, il y a cet aspect-là. Et le deuxième, qui est une confusion, me semble-t-il, c'est que lorsqu'on parle du sexué, c'est l'évolution qui amène à l'adolescence à affirmer de manière pleine et entière ou plutôt vient d'être questionné de manière pleine et entière son identité sexuelle. Mm. Quelque part, pour moi, euh, justement, c'est le jeu du féminin et du masculin qui va comment construire la singularité de chacun dans l'appartenance. C'est-à-dire que c'est pas une identité qui est donnée, mais l'expression d'un processus de croissance. Dire j'ai une identité d'homme, j'ai une identité de femme, c'est OK, mais ça ne dit pas ce que je fais au niveau relationnel de la relation à l'homme que je suis, à la femme que vous êtes, par exemple, et réciproquement. Je rebondis quand même sur ce que vous dites, justement sur à propos de cette confusion, parce que je trouve que c'est vraiment très très important et c'est la grande confusion qu'on voit souvent au sujet des enfants. C'est-à-dire qu'un enfant est un être sexué, mais pas encore sexuel, parce que c'est une identité sexuelle qui se construit, qui s'affirme à l'adolescence Et tout au long de la vie. et tout au long de la vie, tout à fait, tout au long de la vie, parce qu'elle peut être remise en question. Et qu'il y a des confusions, des identifications multiples qui drainent beaucoup, beaucoup de souffrance en fait. Beaucoup de souffrance. Ça vient toucher, je trouve, de plein cœur, de plein fouet,
toutes ces questions identitaires qui sont remuées un petit peu dans tous les sens, un peu tout azimut, dans toutes ces problématiques de transsexualité du moment. Je trouve que là, on patauge vraiment dans les confusions, en fait. Il y a un énorme amalgame qui est fait. Mais bon, je vais pas glisser tout de suite sur ce terrain. Donc, vous parliez d'identité homme et d'identité femme. Si on part de l'idée que ce qui est premier comme dans ce que j'ai développé, que ce qui est premier est la relation, c'est qu'est-ce que construit la relation homme-femme et réciproquement, homme-femme, femme-homme. Et on ne peut pas empêcher que cette relation-là, et quelle forme elle va prendre, non seulement est à la fondation de de la communauté famille proche, mais aussi à un autre niveau de la dimension culturelle sociétale. C'est-à-dire que c'est comme si on laissait entendre que les individus décidaient, mais c'est pas les individus qui décident, Non. c'est comment ils sont en relation les uns avec les autres. Et Ouais. pour moi, ce qui est important, c'est que si la vie a créé, et je le dis comme dans d'autres espèces vivantes, de sexes différents, tout en étant dans l'humain, ça laisse entendre que dans la relation doit se jouer le jeu du singulier, enfin, du semblable et du différent. Ouais. Et que ce qui pour moi est problématique, c'est que qu'on passe du tout différent où on est dans des rivalités de conflits d'identité, comme si la femme qui représente le groupe des femmes d'un côté et l'homme qui représente le groupe des hommes de l'autre, et de l'autre côté l'indifférence, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus que de la sexuée. euh, on est dans les deux cas, dans une absence, dans des positions identitaires, dans une absence de dialogue. Alors, ce qui va construire, de mon point de vue, la relation et qui va être à la base de la dimension et de l'intime et du social, à travers la culture, va avoir comme essence ce dialogue-là. C'est très intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que cette histoire de semblable et de différent Oui. est essentielle à la base dans la relation. Parce qu'en fait, on peut tout à fait imaginer que sans ce semblable et ce différent, la relation ne peut pas exister, en fait. Maintenant, si elle est tout différente, c'est la seule relation qui existe, c'est une relation de rivalité et d'opposition. Ouais, d'opposition, tout à C'est fait. la loi du plus fort. Ouais. Et donc, dans la loi du plus fort, il faut qu'il y ait un agresseur, un agressé. Mm. Un agresseur, une agresseuse, un agressé. Mais de toute façon, dans la loi du plus fort, il faut qu'il y ait ou la rivalité, ou il y en a un qui a le pouvoir sur l'autre. Tout à fait. Et si c'est dans l'indifférence, s'il n'y a plus que du semblable, il n'y a pas de différence. Donc, s'il n'y a pas de différence, on est dans on est dans le non-sens, en fait. Donc en fait, on est dans des extrêmes. C'est C'est ça, où je vais complètement, comment dire, fusionner avec un autre semblable. Et quand on est vraiment semblable, parce que finalement, à la base, le langage émerge dans cette dynamique du semblable et du différent. Quand le langage vient aux enfants, c'est pour pouvoir nommer ce qui se passe en eux, ce qui se passe autour de d'eux et pouvoir le communiquer. C'est-à-dire ça advient à peu près à la période où il commence à sentir que lui et sa mère, c'est pas la même personne. Tant qu'il est dans cette bulle fusionnelle avec sa matrice maternelle, il n'a pas besoin de parler. Parce que en fait, il communique à demi-mot, il fait des mimiques, et puis il est compris tout. Enfin, quand on est vraiment dans ce truc semblable, on n'a plus besoin de communiquer en fait. ça, Et dans le trop différent, eh bien, on peut avoir des langages tellement différents qu'on ne peut plus se comprendre non plus. c'est ça, Voilà. Et donc, on est dans ces dynamiques extrêmes où finalement, on n'arrive pas à se c'est ça, rencontrer et à tisser quelque chose de l'ordre du lien, de la relation, qui est au fondement de la culture, de la société, de ce qui fait le tissu social, hein, le lien social. c'est ça. Mais pour le coup, pour que ce semblable et ce différence
puisse se construire dans la relation, il y a des ingrédients qui sont nécessaires en fait pour cette construction. Ah bah ça m'intéresse que vous m'en disiez plus. Marie. Je repensais à quelque chose. On pourrait croire que je fais une digression, mais pas du tout. Je vais revenir à mon sujet. Parce qu'on parlait hors antenne de la fusion, parce que, il y a une vraie fusion et une fausse fusion. Dans le sens où il y a une fusion dévoratrice et une fusion qui est vitale, normale, créatrice. Cette fusion mère-enfant, à la naissance, qui est logiquement créatrice, qui est incontournable, c'est dans cette fusion originelle, dans ce cas-là, de sécurisante, de rassurante, que le bébé va pouvoir à un moment donné sortir de cette fusion, c'est-à-dire s'ouvrir à l'autre, s'ouvrir au différent. Et dans cette fausse fusion, qui est dévoratrice, bah, l'enfant justement ne va pas pouvoir s'ouvrir à l'autre, va pas pouvoir s'ouvrir au différent. Et en fait, je me suis dit que la différence entre l'un et l'autre, c'est que dans la fusion créatrice, il y a malgré tout un espace vide, dans le sens où la mère, le père, considèrent l'enfant comme un autre, le considèrent déjà comme un être, comme différent de lui. C'est l'enfant, mais en même temps, il y a quelque chose qui ne m'appartient pas. Alors que dans la fusion dévoratrice, il n'y a pas ce vide, il n'y a pas l'idée d'un autre, il y a possiblement l'idée d'un moi et mon bébé, c'est la même chose, il m'appartient, c'est ma chose, c'est mon objet. Ou l'autre extrême, Oui, c'est un corps étranger qui fait obstacle à ma propre existence. voilà, tout à fait, c'est ça. Et en fait, pour moi, dans l'émergence de l'altérité, le vide et le mystère qu'il procure, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de sacré, de mystérieux dans le fait que, il y a cet autre inconnu et en même temps qui est connu. Mais ce vide, il est essentiel en fait à l'émergence de la relation et de cette élaboration du semblable et du différent. Toute la question, c'est, là encore, c'est qu'est-ce qu'on met comme définition à vide quand on parle de vide? Parce qu'en fait, on peut parler, euh, comment dirais-je, vous savez bien, Marie, que dans notre expérience, nous avons fait l'expérience de vides qui sont pas tout à fait les mêmes vides. Oui, On est projeté dans un vide qui est un néant de perte de sens, dans lequel on a l'impression de s'engloutir et qui amène dans des angoisses et des terreurs et des angoisses de destruction. Ce vide-là n'a rien à voir avec le vide dans lequel vous parlez, qui est ce vide ouverture et accueil inconditionnel dans lequel, cette vide vacuité, comme on dit, oui, dans lequel va justement émerger la rencontre avec l'autre et avec soi. oui. Parce que finalement, l'espace créateur, enfin, je veux dire, l'espace de la relation est un espace créateur. C'est un vide, une vacuité, c'est un espace qui va créer une interaction, une dynamique. Enfin, voilà, c'est comment je mets un pied dans la relation, comment je laisse l'autre mettre un pied dedans, etc. Mais dans la relation, je vais l'appeler morbide, il n'y a pas de vide, il n'y a que du néant, puisque en fait, il n'y a pas cet espace. Donc en fait, je fais vraiment la différence entre un vide créateur qui laisse la possibilité à l'autre d'être différent et le néant, c'est-à-dire que c'est le non, c'est la non-vie, c'est la Oui. non-différence qui nie totalement la différence de l'autre. Il n'y a pas de différent en fait. Il n'y a qu'une chose. C'est Et ça. là, on est dans le néant. Et le néant, c'est la non-vie. Le néant est destructeur. On ne peut rien créer dans le néant. Rien. Rien ne se crée.
Le néant, c'est le chaos. Alors on peut dire on ne peut rien créer dans le néant, ou dans ce néant-là, ce qui va se créer est sur le phénomène de la destruction, Oui, de c'est la ça. Ce qui se crée, ce n'est que le dépersonnalisation chaos. Oui, oui. et de la non-existence, c'est-à-dire du Ah chaos. ouais, ah ouais, ah ouais. Oui, D'ailleurs, c'est intéressant de faire le parallèle avec les nouvelles sciences, puisque on voit, enfin, les chercheurs découvrent aujourd'hui que la vie est ordonnée, que l'univers est connecté, c'est-à-dire que tout est relié et que l'énergie se déplace, l'énergie de vie, l'information se déplace de façon ordonnée, structurée, ce qui n'est pas le cas dans le néant. C'est-à-dire que l'idée du néant, c'est l'idée du chaos, c'est-à-dire qu'il y a 300 ans, avec les progrès de la science, on a commencé à imaginer le Big Bang, la création du monde comme étant le fruit du hasard, et on parlait du chaos, on parlait du néant, en fait, comme si on était ici du néant, mais en fait, pas du tout. Aujourd'hui, les scientifiques, enfin en tous les cas les nouvelles sciences, découvrent que l'univers a une conscience et que dans cette conscience, il y a un vide qui est plein d'informations, c'est-à-dire que le vide n'est pas vide, il est plein d'informations et que dès lors que on se connecte à ce vide, on peut aller puiser, c'est-à-dire que l'énergie, l'information peut se révéler, il suffit d'aller puiser dedans pour avoir accès à de l'information. Enfin, c'est assez intéressant parce que moi, je fais le parallèle justement avec ce processus relationnel, puisque si tout est lien, si au niveau physique, physique quantique, on démontre aujourd'hui que tout est relié, nous sommes des êtres de relation, puisque nous appartenons à un univers qui n'est fait que de liens. Voilà. Et donc, ce vide, cet espace qui existe entre deux êtres, il n'est en fait pas vide, il est en fait plein d'informations et plein de possibilités créatrices en fait. en d'autres termes, ce que vous êtes en train de dire, c'est que les possibilités créatrices qui s'expriment dans ce vide vacuité va venir du dialogue, qui va être le dialogue entre le féminin et le masculin. Exactement. Et le féminin et le masculin, c'est aussi, quand on va regarder, qu'on plonge un petit peu dans les archétypes, on peut imaginer que le féminin est creux, qu'il est dans une énergie magnétique qui accueille, qui enveloppe, alors que le masculin est plein, qu'il est plus palpable, que le féminin est invisible, on associe aussi le masculin au mental et le féminin au cœur, c'est-à-dire que ce dialogue féminin-masculin, il se joue en horizontal, mais aussi en vertical à l'intérieur de nous, mais aussi de la terre au ciel, du ciel à la terre, et que ce féminin masculin, en fait, il est partout, 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 partout. Mais c'est dans c'est dans ce dialogue, effectivement, féminin-masculin, que la vie prend forme. Pour moi, c'est vraiment, je parle bien de la vie et non pas de de la mort ou de quelque chose qui ressemble un petit peu à un zombie. Je parle vraiment de la vie, quoi. Et je rigole parce qu'en fait, dans la culture dans laquelle on est, et quand je vois comment tout l'espace, tous les espaces vides sont comblés immédiatement. On fonctionne dans l'urgence, on prend plus le temps de vivre, c'est-à-dire cet espace nécessaire pour que le corps s'auto-régénère, pour que nos émotions se digèrent. Je vois comment nos enfants sont toujours la tête dans des activités, dans leur ordinateur, et c'est le plein, le plein, le plein, le plein, le plein tout le temps. Et il y a plus ce vide, c'est-à-dire que j'avais fait une vidéo qui s'appelle L'art de la glandouille, dans lequel j'explique ça, où en fait cet espace, ce vide, il est nécessaire en fait pour toute créativité. Il est autant nécessaire dans la relation à l'autre que dans la relation à soi en fait. Oui, ça m'évoque une scène, Marie, dans un restaurant où j'étais après une formation dans la région parisienne. Et il y avait un jeune couple. Ils étaient donc face à face, table ronde, chacun avec leur ordinateur portable. Et au début, je les regardais, puis je me dis, ben, ils tapent chacun sur leurs ordinateurs, sur leur téléphone, excusez-moi, ordinateur, téléphone portable. Ils tapent chacun sur leur téléphone. Ils sont dans leur truc et chacun dans leur bulle.
Puis je réalise à un moment, parce que dans les échanges, ils se regardaient, qu'en fait, pas du tout. Ils communiquaient tous les deux par l'intermédiaire de leur téléphone. Ça m'a laissé, je me suis dit, alors là, Ouais. Bah ouais, je me suis dit, alors là, évidemment, je n'avais pas accès au contenu, mais, sauf en non-verbal, mais ça, évidemment, franchement, ça, je me suis dit, mais là, c'est pas possible, quoi. Hmm. Qu'est-ce qui fait que le téléphone vient remplacer la parole? Qu'est-ce que véhicule la parole? Qu'est-ce que véhicule la parole qui devient à ce moment-là, dans la relation de couple menaçante, et qui nécessite que le téléphone, parce qu'à ce moment-là, on va avoir un texte qui va être quand même en grande partie beaucoup plus formel et désaffectivé, devient moins menaçant. Ouais. Comme si le téléphone devenait cet espace Exactement. médium, C'est médiateur. ça. Cet espace médiateur Mm. pour que quelque chose sorte du vide, mais un vide qui Ouais. n'est pas un vide vacuité à ce moment-là. Non, oui, 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 Ça devient un vide informatif. oui. Ouais, ouais, ouais. Cette question, Mais ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que le langage, on associe souvent le langage aux mots, mais en fait, le langage se trouve dans énormément de choses et que communiquer à travers des objets, c'est quelque chose qui se fait beaucoup de façon consciente ou inconsciente, mais on va communiquer à travers un cadeau qu'on va offrir, on va communiquer à travers un petit gris-gris qu'on va prendre avec soi, porte-bonheur pour un examen, pour un rendez-vous, enfin, on va tout ce qui est les objets de culte, enfin, ces choses qu'on va porter sur soi et qui vont nous relier euh, à, à des archétypes, et qui vont nous relier à un groupe, à des croyances, enfin, en fait, quand on regarde bien, le langage s'exprime. Pas seulement à travers le symbole des mots, mais à travers tous les symboles, à travers la matière, et, et parfois, moi, je sais que dans mon chemin de guérison, je vais l'appeler comme ça, je n'avais tellement pas les mots pour nommer ce qui se passait en moi que je mettais ça dans un objet et je représentais ce que je ressentais dans un objet. Et ça m'arrivait de montrer cet objet à une personne pour lui dire, bah, tu vois, ça représente ce que je ressens à l'intérieur. Je suis incapable de l'expliquer, mais voilà. Et, et en fait, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que finalement, il y a quelque chose dans dans le langage, parce que le langage est symbolique. Il vient exprimer quelque part la complexité de l'individu, la complexité de la vie, que à travers des symboles, des objets, on peut exprimer cette complexité et on peut, comment dire, à travers des œuvres d'art, des peintures, des sculptures, exprimer ça, hein. Moi, dans ces objets qui représentaient des choses de moi, il n'y avait pas forcément une quête du beau, bien que je suis aussi artiste et qu'il y ait cette quête du beau. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui s'exprime en 3D. Or, aujourd'hui, avec les modes de communication, il y a quelque chose qui se binarise. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que les ordinateurs, que le portable, que la technologie qui est utilisée pour créer ces petites bêtes-là, c'est du binaire. C'est-à-dire, ça fonctionne par oui, non, oui, non, oui, non. Et que le langage, quand on veut écrire très, 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 très vite, il va, comment dire, devenir un langage très épuré, voire même on va enlever les voyelles, il va se consoniser, enfin, il y a presque des... Moi, quand j'écoute les jeunes aujourd'hui, je ne comprends plus leur langage parce qu'ils parlent un autre langage.
Et en fait, il y a quelque chose dans le langage qui s'appauvrit, qui se dualise, et en fait, on communique à travers des objets qui, qui finalement, alors je réfléchis en même temps que je parle, hein, donc c'est pas forcément très Oui. clair, mais, En fait, Marine, dans ce que j'entends, c'est que vous êtes en train de me dire le langage de la technologie est asexué. mais c'est exactement ça. Il est C'est- asexué et c'est ça qui fait qu'il manque de charme, en fait, qu'il est très ennuyant. En fait, toute la difficulté, c'est que ce qui nous singularise comme être humain, ce qui fait notre humanité, c'est la dimension affective. Et dans la dimension affective, si je reviens, si je reviens à ce que vous dites, à ce que vous dites tout à l'heure sur la question de la fusion et de la vacuité, je pourrais le dire comme ça, c'est quand je me perds dans l'autre que je me trouve. Et ça, c'est le langage du cœur, pas le langage du mental. Et, euh, et évidemment, ça nécessite, ça nécessite d'avoir suffisamment confiance dans l'autre comme semblable et comme différent pour pouvoir être accueilli dans à la fois le semblable et le différent. Et qu'à ce moment-là, se construit le dialogue, comme vous dites, un dialogue qui permet une histoire partagée à nous, une rencontre, qui permet que c'est autre chose qui émerge et qui enrichit chacun. Et c'est aussi euh, comment accepter que effectivement la vie, c'est pas la technologie. Et oui, 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 mais c'est vraiment, c'est tout à fait ça. Le langage technique, c'est un langage effectivement qui est métallisé et mentalisé. Ben oui, Et c'est ce qui fait aussi toute la différence entre l'intelligence de la vie et l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que dans l'intelligence artificielle, il n'y a aucune sensibilité. Aucune. Et cette sensibilité, oui, bien sûr, c'est le langage du cœur. Et que ce dialogue féminin-masculin, c'est aussi le dialogue entre le mental masculin et le cœur féminin. Mais que dans ce langage technique, en fait, il n'y a plus le cœur. Aujourd'hui, cette dimension du cœur, elle a complètement disparu en fait. c'est là où justement la question se pose, puisque le langage du cœur, d'abord et avant tout, le langage du corps, Et oui, et donc le langage de deux corps qui se rencontrent. Et le langage de deux corps qui se rencontrent, c'est d'abord, c'est d'abord justement dans le processus de fusion-diffusion, comme vous dites. Donc c'est dans ce processus de fusion-diffusion, c'est-à-dire que justement, je m'accorde dans le corps de l'autre, dans la rencontre avec le corps de l'autre, mon corps s'accorde. Qu'à ce moment-là, il y a les bases qui permettent de pouvoir voir l'autre à la fois comme semblable et comme différent. Et c'est là où après, ben, dans la croissance, une sexualité et une identité sexuelle accordée peut se déployer. Mais évidemment que si on fait l'impasse euh, et que il ne reste que des corps fonctionnels et mécanisés, ben, les corps fonctionnels et mécanisés, c'est de la technologie. Et la technologie, ben, on peut la manipuler. ouais. On n'a plus besoin d'être à l'écoute de la réponse du corps de l'autre à partir de son propre corps. C'est toute la question de l'éprouver, quoi. Ben oui, Euh, L'éprouver, c'est-à-dire, c'est effectivement, c'est dans l'expérience en présentiel que je fais l'expérience de mon corps à travers celui de l'autre, à travers la rencontre avec ben l'autre. oui, Il y a quelque chose, c'est comment l'autre est un miroir dans lequel je me rencontre et j'apprends à me connaître en fait, hein. Si j'ai plus ce miroir, je ne peux plus me rencontrer vraiment. Mais si en face, je n'ai que le miroir d'un ordinateur, d'un langage complètement mentalisé, je ne peux pas descendre dans mon corps. non, Et donc, je ne peux pas descendre dans l'éprouver, je ne peux plus ressentir. Et donc, bah, je suis en même temps aussi coupée de ma sensibilité, coupée de mon oui, cœur. oui.
Et donc, en fait, c'est le piège de l'informatique, du téléphone, de l'intelligence artificielle qui fait de nous, finalement, bah, des zombies, hein, pour reprendre le terme que je prenais tout à l'heure. Alors, C'est-à-dire je que c'est dirais, un peu des égaux sur pattes, quoi. On a la tête qui fonctionne et encore. alors je relativiserai Marie, c'est l'utilisation qu'on en fait. On oublie Oui, toujours, tout à fait, oui, bien sûr. on oublie toujours que la technologie, comme elle n'a pas de sexe, elle n'a pas d'âme, elle n'a pas d'affect, Ouais. ça n'est que de la matière brute. Donc elle ne dit pas ce qu'on va en faire. Et donc pour moi, la question, c'est pas forcément la technologie, c'est l'utilisation qu'on va faire de la technologie. Et quand on utilise la technologie pour substituer les relations authentiques, les relations humaines, ben, on va substituer des relations à la technologie, et y compris quand on technologise le langage, et on laisse entendre que la relation à cette technologie équivaut à la relation humaine. Et c'est là où, à ce moment-là, bah, là, la question se pose de comment dirais-je moi, de qu'est-ce qui va émerger, parce que la relation à la technologie ne crée jamais d'émergence, ça ne crée jamais de création, puisque la relation à la technologie sélectionne déjà les interactions possibles. Oui, 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 non, mais c'est clair, hein. Je voudrais juste préciser que, en fait, le champ Parce que quand on parle de sexe ou d'énergie sexuelle, l'énergie sexuelle, elle dépasse très largement le seul plan de la génitalité, je vais dire, hein. C'est-à-dire que c'est pas, on peut tout à fait imaginer des rapports sexuels entre hommes et femmes, mais l'énergie sexuelle, c'est cette énergie vitale qui nous traverse et qui fait de nous des créateurs, en fait. Alors, je suis d'accord avec vous, à ceci près que la vie nous enseigne qu'il faut quand même une structure pour que l'énergie prenne forme. Tout à fait, tout à fait. Et que sans structure, c'est du grand n'importe quoi. Complètement, je suis Et s'il complètement n'y a d'accord. plus que la structure à l'exclusion de l'énergie, c'est aussi du grand n'importe quoi. Exactement, tout à fait. L'énergie, elle a besoin d'être canalisée. Ben oui. Elle a besoin d'être canalisée et donc d'avoir un cadre. Mais je tenais quand même à préciser que cette énergie sexuelle ne se manifeste pas uniquement à travers des rapports sexuels, mais à travers une créativité, à travers toute la créativité que nous met à disposition la relation, en fait, hein, puisque on... Là, ce qui est là encore compliqué quand vous dites ça, c'est qu'est-ce qu'on met derrière rapport sexuel? Oui, aussi. Que c'est une expérience relationnelle ou encore de la technologie, de la mécanique et du fonctionnel. Parce qu'en Est-ce fait, que aujourd'hui, dans notre culture, c'est saturé de stéréotypes. Oui, non, mais ça c'est clair, oui, mais ce que je veux dire, c'est que entre un homme et une femme, on peut créer un bébé, Bah oui, mais pas que. c'est-à-dire, Et la même, bah, on peut créer des projets, on peut créer une maison, on peut créer, il y a plein de choses qui se créent entre des individus. C'est-à-dire que c'est pas parce que nous sommes deux êtres sexués différents, un homme et une femme, qu'on est condamné à créer que des bébés. C'est-à-dire cette énergie sexuelle, elle s'investit dans dans d'autres naissances, ne serait-ce que dans notre propre naissance aussi déjà, hein. Et c'est pour ça qu'on peut créer cette énergie sexuelle, peut se rencontrer entre femmes, entre hommes, c'est-à-dire que la création, elle n'est pas liée au sexe spécifiquement, au genre, excusez-moi, pas au sexe, au genre. eh ben, c'est la confusion, parce que le genre, c'est la définition sociale du sexe, Oui, mais c'est pas la la même chose. représentation sociale du sexe. Oui, Là aussi, il y a des confusions ouais. majeures. Si je dis les choses à partir de mon expérience, de mon expérience de vie, c'est que dans mon expérience de vie, le rapport féminin-masculin a été suffisamment chahuté et perturbé pour, euh, pour qu'en fait aujourd'hui, ça m'amène en retour à avoir un certain recul sur justement ce qui se passe quand le rapport du féminin et du masculin sont dans des scénarios de dissonance, de rapports de force, de violence, de rivalité, d'abus, et que ça crée en retour de toute façon au niveau interne un vécu de déstructuration.
Mm. Allez, je vais me lancer. Puisque, puisque juste avant le 31 décembre, Brigitte Bardot vient de mourir. Oui. Un jour, je m'étais dit qu'il aurait fallu quand même que j'arrive à la rencontrer. J'ai jamais réussi à oser franchir le pas. Pourquoi? Parce qu'avec son nom et son prénom et son histoire, elle a infiltré terriblement ma propre histoire. Et même si on n'a jamais rencontré, n'empêche qu'elle a été tellement présente dans mon histoire et présente d'une manière qui a créé des effets déstructurants terribles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle a été la star qu'elle a été, et justement, comme icône sexuelle, ben, je peux dire qu'à partir de quand je suis rentré en sixième et de la sixième jusqu'à même ça a duré jusqu'à ce que je sois en fac, c'est-à-dire que c'était vrai et des pères, donc des élèves, mais que c'était vrai aussi des enseignants, un certain nombre d'enseignants. Je pouvais pas, je me faisais appeler Brigitte Bardot, sans arrêt. Et, euh, et vous imaginez comment, dans mon développement d'enfant et à l'adolescence, ça crée des sacrées perturbations. Parce qu'un jour, je me rappelle, il y a un ami qui me dit, bah, tu passes dessus. Oui, mais j'ai compris depuis que c'est pas le fait de se faire appeler, même si, vous comprenez, à répétition, quand c'est pas votre prénom, mais que c'est celui d'un tiers, c'est gonflant. Mais le problème, c'est que c'est pas que c'était gonflant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, je peux en parler. Et c'est la première fois que j'en parle comme ça, partagé avec une femme en plus. C'est touchant pour moi. Bah, euh, le problème, c'est que c'était pas de m'appeler Brigitte Bardot. C'est la manière dont était exprimée dans le regard, dans la prosodie, c'est-à-dire les variations de la voix, et que c'était saturé de, de tout ce qui était du sexuel. Mm. Et du désir. Alors c'était ou le désir de briller comme une star, ou le désir libidineux de, de la femme fatale dont on peut abuser et qu'on peut prendre comme une poupée. Et c'est tout ça qui passait comme message. Sauf que ce message à répétition, pour un petit garçon, il est extrêmement déstructurant. Mm. Et qu'effectivement, il vient confusionner inévitablement euh, euh, d'ailleurs, je me dis aujourd'hui qu'à l'âge je sais pas, 13, 14, 15 ans, au moment où à l'adolescence, on a on peut passer par des doutes sur notre identité sexuelle qui est mal assurée, bah là, c'est clair que chez moi, elle en avait pris un sale coup et qu'il y a des moments, bah, je me disais, mais est-ce que pour exister, il va falloir que je change de sexe pour être reconnu dans mon existence, quoi, puisque il n'y avait plus que Brigitte, il n'y avait plus Eric. Mm. Donc, on voit bien que c'est pas, c'est qu'à partir du moment où l'échange euh, devient une négation de l'autre et une négation de sa propre construction, que c'est là où ça fait des effets, comment dirais-je, moi, Ça me fait penser à plein de choses. Ça me fait penser à ces enfants qui, devenus adultes, et notamment ces enfants de stars, qui portent le même nom que leurs parents et qui sont amenés à changer. Parce qu'en fait, ils sont condamnés, enfin, ils ne peuvent pas exister, en fait. c'est Il y a, ça. il y a l'idée de porter le même nom qu'eux et d'être identifié donc à la personne. Et ça me faisait penser à quelque chose que j'avais lu concernant l'interdit de l'inceste dans les différentes cultures qui suivaient pas toujours les mêmes règles généalogiques. Et c'est en Chine, ou peut-être dans certaines régions de Chine, enfin je sais plus exactement, le mariage est interdit entre personnes de même nom. Mm. Ils considèrent ça comme incestueux. Donc, et dans l'inceste, il y a vraiment cette idée justement de fusion morbide, hein, on est identifié, ces deux personnes qui sont collées, qui sont identifiées et qui ne peuvent pas se séparer, vivre une altérité en fait, hein, il n'y a pas ce vide. Et, euh, Oui, c'est ça. et à travers le nom, c'est ce qui se joue, c'est effectivement ce qui se joue.
Et d'ailleurs, j'avais, à l'époque de la sortie de mon premier livre, que j'avais publié sous un pseudonyme, puisque la loi interdit de publier une histoire de crime non jugé au-delà de la prescription, puisque si je suis, comment dire, interpellée par rapport à ce que j'écris, il ne peut pas y avoir de procès. Et je suis donc condamnée d'office. Quand un crime est prescrit, on ne peut plus en parler, en témoigner, on ne peut plus écrire, on ne peut plus rien. Donc j'avais pris un pseudo, ce à quoi sont condamnées énormément de personnes victimes d'inceste ou de crimes prescrits, obligées de cacher son image, de flouter sa voix ou de prendre un pseudo. Et donc j'avais écrit ce livre avec un pseudo et j'avais beaucoup euh, regardé qu'est-ce qui se cachait finalement derrière le nom. Et c'est intéressant parce que derrière notre nom NOM, étant donné que c'est la dimension, c'est notre dimension identitaire, notre dimension sociale, se trouve en fait la question du nom, NON, de l'interdit, de dévorer l'autre, de tuer l'autre. C'est derrière le nom, notre nom, se trouve le nom, NON, les interdits fondamentaux en fait. Et j'avais cherché, 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 et j'avais compris que énormément de femmes se mariaient pour prendre le nom de leur mari, pour ne plus porter le nom de leur père. Père incestueux, avec lesquels elles étaient engluées en fait, et que changer de nom, de famille, et puis même prendre un autre prénom, quand on voit le nombre de personnes, et puis alors ça, Internet, ça l'a vachement facilité, parce que sur tous les réseaux, Facebook, Instagram, tout ça, enfin, tout le monde prend des pseudos. Mais l'idée de prendre, de se renommer et de choisir un autre nom, un autre prénom, ça fait partie vraiment des choses qui vont permettre à la personne de se décoller de son agresseur, comme si effectivement il y avait, et moi je fais le lien avec cette énergie de vie, cette énergie créatrice, hein, qui est finalement engluée dans l'énergie de l'autre. C'est-à-dire que l'individu, lorsqu'il est pris dans les filets d'une relation morbide, dans le filet d'une relation incestueuse, qui est passage à l'acte dans sa forme génitale ou non, c'est-à-dire que la relation incestueuse, incestuelle, inceste affectif, émotionnel, inceste psychologique, voilà, enfin, il peut y avoir plein de déclinaisons possibles, mais en tous les cas, ça empêche l'enfant de se connecter avec sa propre énergie créatrice. Il reste englué dans l'énergie de l'autre. Il ne peut pas vivre en tant qu'un autre différent. Il est englué. Et la question du nom, du coup, le nom qui devrait nous permettre normalement de pouvoir nous exprimer en notre nom dans la culture, bah, plutôt que d'être un porte-parole, un porte-voix, devient à l'inverse un boulet qui nous empêche de nous exprimer. Disons que ça peut être une étape et que pour un certain nombre de personnes, effectivement, cette étape peut être nécessaire. Mais il n'empêche que de prendre un autre nom, ce que je veux dire par là, c'est que ça met une distance à l'extérieur, mais ça n'amène pas forcément Bah oui, une intériorité. ça résout rien. Ça permet de vivre en société C'est ça. et de... Mais ça ne résout pas la question de Ah non, l'intériorité. ah non, du tout, du tout. Parce qu'on peut C'est-à-dire, prendre bien tous les noms du monde, tous les noms de la Terre. Si notre énergie vitale est toujours engluée avec celle de l'agresseur, et il y a une raison, et en plus, il y a une raison pour ça, puisque le nom et le prénom signent pas, euh, signent pas une singularité, mais une singularité dans une appartenance. ouais, Donc, ce qui veut dire que le problème continue à rester le même, puisqu'il faut couper l'appartenance pour affirmer sa singularité. mm, Donc, pour exister en propre, il faut couper l'appartenance. Mais c'est encore un effet de rupture. mm, Donc oui, chez nombre de femmes, d'hommes, ça,
ça peut être une étape nécessaire et parfois en rester là. Mais il n'empêche qu'en termes de processus, le fait de changer continue à créer un conflit entre la personne et son appartenance. Mais complètement, ça ne résout rien, même au contraire, ça ne fait que répéter. Parce que qu'est-ce qui se passe? Parce que quand une femme finalement quitte son père et sa mère pour se marier, pour changer de nom, parce qu'elle s'empresse de changer de nom et que d'un seul coup elle se sent libre, bah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe d'un agresseur à un autre en fait, parce que étant elle-même, comment dire, sous cloche, c'est-à-dire qu'elle, si elle est toujours engluée dans l'énergie de son agresseur, elle va reproduire un type de relation toxique. Voilà, elle quitte une cloche pour une autre, en fait. C'est-à-dire elle se donne l'impression que, euh, mais en fait, rien n'est résolu. Au contraire, je dirais le virus se transmet. Sauf que là où je vais relativiser Marie, c'est que si elle quitte une cloche pour une autre, elle va aller le chercher dans une relation qui permette que la cloche devienne partagée. C'est-à-dire, Bah, c'est-à-dire que ce ne sera pas n'importe quel homme avec lequel elle sera en relation. oui, pour moi, elle va rechercher un homme identique, c'est-à-dire qu'elle va. Un homme avec lequel la cloche peut... On en aura deux sous la cloche. Oui, c'est-à-dire elle rejoue le même, elle Et de rejoue l'autre côté, c'est pareil. de l'autre côté, c'est-à-dire, je me Et du perds. côté de l'homme, c'est pareil. Ah oui, c'est pareil, bah oui, 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 c'est-à-dire que oui, tout à fait. C'est-à-dire que chacun rejoue son scénario, mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand on n'a pas pu s'ouvrir à l'altérité, quand on n'a pas pu s'ouvrir à la différence, qu'on est resté englué dans l'énergie de notre matrice parentale, du père, de la mère, des deux. Voilà. Et donc, du coup, on reste dans le semblable. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut que rencontrer du semblable. Donc, on va rencontrer une structure énergétique, vibratoire, psychique exactement conforme. Et en fait, plutôt que de se reproduire avec du différent pour générer du différent, eh bien finalement on se reproduit avec du même et on ne fait que reproduire du même. Alors, je dirais que c'est ce qui est très fréquent. Mais maintenant, je me retiendrai bien d'en faire une généralité. Non mais heureusement, Il y a des histoires dans la vie, des expériences de vie qui peuvent avoir des effets surprenants. oui, oui, tout à fait. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, je dirais que ça fait partie du processus même de guérison de la vie. C'est-à-dire que de toute façon, il y a une sorte d'appel de la vie à elle-même sans arrêt, que la vie cherche à nous guérir, qu'elle nous fait rencontrer, parce que moi, dans mon expérience, j'ai rencontré du même, mais qu'à travers ce même, j'ai essayé et j'ai rencontré ma différence, et que à force, c'est comme une espèce de spirale, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est dans une incessante interaction, en fait, hein, à force de tomber dans les épreuves, voilà, de rencontrer l'autre, et qu'on finit par se rencontrer, en fait, et à tisser cette altérité en soi. C'est-à-dire que, alors que normalement, c'est du rôle des parents de nous éduquer et de nous permettre de nous ouvrir à l'altérité, bah finalement, c'est en devenant son propre parent qu'on s'ouvre soi-même à cette altérité et qu'on advient dans cette deuxième naissance dont on a parlé la dernière fois. C'est-à-dire que si ce sont nos parents qui nous font naître dans notre dimension de chair, bah c'est la vie elle-même et ce qu'on en fait qui nous amène à naître une deuxième fois dans notre nature véritable, dans ce qu'on est, dans notre individualité, dans notre souveraineté, je dirais. Voilà, donc on n'est pas condamné, heureusement, à reproduire du même, à s'engouffrer et à mourir là-dedans. Heureusement, heureusement. Mais n'empêche que c'est quand même un processus assez naturel. Et heureusement et Quand vous heureusement, êtes en train de dire ça, Marie, c'est par rapport à votre propre expérience de vie? bah, oui, bien sûr, on ne parle toujours que de soi, n'est-ce pas? Bah, il y a quand même enfin, je veux dire, si moi, dans mon
dans mon premier scénario de vie, j'étais amenée à rencontrer du semblable, du même et à reproduire et à me patauger un peu toujours dans les mêmes scénarios. Vous voulez dire dans vos relations aux hommes, c'est ça? Dans ma relation aux hommes, aux individus, moi j'étais dans l'incapacité d'être en relation de façon saine, en fait, hein. Oui, c'est ça. C'était dans le scénario tel qu'on le décrivait au départ, ces extrêmes, c'est où je fusionne et je me perds et je suis dévorée, soit je me cache dans mon trou de souris, je m'isole et je me protège en fait, hein. Et donc j'étais soit dans l'un, soit dans l'autre. Et à chaque fois que je me perdais, ben, je souffrais tellement que hop, et c'était infernal. Donc il a fallu que j'apprenne en fait à rencontrer le vide. Mais c'était compliqué parce que en moi il y avait beaucoup de néant. Donc il a fallu que je fasse un tri entre ce qui était de l'ordre du néant, de l'ordre du vide, créateur, enfin, etc. Enfin, le fait que j'ai été artiste m'a beaucoup aidé dans la compréhension de ces processus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on parle de l'importance de la diversité dans la nature, la diversité dans la culture, elle est aussi fondamentale dans le sens où, heureusement qu'il y a eu de la diversité autour de moi, parce que j'ai pu avoir des modèles différents. J'ai pu avoir des modèles auxquels j'ai pu m'identifier, auxquels j'ai pu me dire, mais c'est à ça que j'ai envie de ressembler, moi. Voilà, et plus à ça. Il y a eu un moment donné où j'étais tellement fusionnée, amalgamée à mes images parentales que je n'existais pas en tant que moi, en tant que je. Mais il y a eu un moment donné où j'ai rejeté ces modèles-là, où j'ai dit, mais non, c'est terminé, je peux plus. Et donc, j'en ai trouvé d'autres. C'est ce qu'on appelle les tuteurs de résilience. Jusqu'à un moment, et tout ça, parce que maintenant, j'ai quand même du vécu derrière moi, hein, plus de 60 ans. Voilà, je me suis enfin trouvée moi et je n'ai plus envie de ressembler à personne qu'à moi. Mais c'est infini. Qui suis-je? On découvre chaque seconde de la vie. Je trouve ça hyper important de comprendre que ce semblable et ce différent, il n'est pas à l'extérieur de nous. S'il n'est pas construit à l'intérieur, il ne peut pas se vivre à l'extérieur, en fait. C'est-à-dire que la rencontre avec l'autre, elle ne peut se faire de façon vivante, je dirais, que si cet autre, il est déjà en nous. C'est-à-dire que s'il y a un espace de mystère, de sacré en nous. Et ça, il ne nous est pas donné à la naissance, parce que la dimension du sacré, elle est balayée dans notre société aujourd'hui, hein. Mais il n'y a pas d'intime sans sacré, il n'y a pas de sacré sans intime. Mais oui, et c'est toute la problématique, c'est qu'est-ce que l'intime aujourd'hui? Qu'est-ce que l'intime? Qu'est-ce que l'intime? Où se trouve-t-il? Comment se vit-il? À travers des téléphones interposés? Mm. À travers écran? Où les gens se mettent à poil sans arrêt? Où il y a une grande confusion entre authenticité et intimité, c'est-à-dire qu'on vient balancer à la face du monde des détails croustillants qui ne sont pas du tout assumés. Oui, c'est la différence entre prendre le risque de se mettre à nu devant l'autre. Je dis se mettre à nu devant l'autre dans le semblable et le différent. Et se mettre à nu, c'est dans son authenticité, sa vulnérabilité. C'est pas se mettre à nu physiquement. Mhm. Et de l'autre, bah, ce qui va être plus du voyeurisme, de l'exhibitionnisme ou du fonctionnel, quoi. Mm. De la mécanique. Mm. Mais il y en a un qui est plus menaçant que l'autre. C'est-à-dire, Ben, se mettre à nu dans son authenticité, ça, c'est menaçant. Parce que ça veut dire d'accueillir le regard de l'autre en prenant le risque que ce regard soit autrement dans une posture d'accueil inconditionnel et d'amour. Quand je parle d'amour, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'accueil inconditionnel. Or, sans rencontre de l'accueil inconditionnel, je peux pas construire la personne que je suis. dans un premier temps, dans un premier temps. Parce qu'il y a un moment où on est tellement
d'abord et avant tout cet autre, que ce Bah, regard-là, on peut aussi se l'apporter. C'est-à-dire que quand l'autre, bah, et quand on rencontre, quand je rencontre, hein, je parle de moi, quand je rencontre en face de moi un regard un petit peu, comment dire, un regard ou voire même des mots, hein, parce que parfois il y a des mots qui se posent et qui sont violents, hein, ou qui sont un peu poisseux, ou des regards qui se posent qui sont poisseux. Je suis suffisamment construite aujourd'hui pour me détacher de ça et dire ça lui appartient et ne pas le prendre, ne pas m'identifier à ce regard, ne pas, voilà. C'est en mais ça. Marie, pour le faire sans être, comment dirais-je moi, sans être abîmé par ce regard, ça nécessite, me semble-t-il, d'avoir fait des expériences de regard qui sont dans l'accueil Oui, bah oui, inconditionnel. bien sûr. Je parle du haut de mes 60 balais, là où je suis, comment dire, là où je suis construite de nouveau. Là Oui, où, là où comment dire, je suis, je peux pas dire que je suis inatteignable, mais il y a quelque chose, je suis plus la même personne que j'étais il y a 20 ans. Et c'est pas compliqué, de toute façon, à 20 ans, moi j'avais l'impression d'être les tripes à l'air, sans arrêt. Nous sommes des êtres de langage et notre nom est le premier mot qui nous est donné et il est un peu comme une enveloppe symbolique, un vêtement qui nous enveloppe et qui nous permet de vivre en société. Mais moi, en ayant vécu un viol, on m'a volé mon nom. Et c'est comme si j'avais plus de vêtements social et comme si j'étais condamnée à vivre les tripes à l'air. C'est vraiment cette sensation, c'est-à-dire qu'on m'avait retiré ma dimension symbolique. On m'avait retiré ma capacité à penser la violence qui m'était faite, ma capacité à nommer mon histoire. Et je me suis retrouvée, comment dire, aplatie à ma seule dimension de chair et d'os. Et j'étais à vif, à vif. Et donc toute ma vie, ça a été de retrouver les mots, euh, de me réapproprier mon énergie créatrice, de me retricoter ce que j'appelle mes robes de princesse, mes dentelles. Et le Y à mon prénom fait partie de cette dentelle et en même temps représente la cicatrice de la guerrière qui a pu confronter le tigre. Mais ces robes de princesse, pour qu'elles soient autrement que des robes de princesse dans l'illusion, ça nécessite quand même qu'elles rencontrent un regard qui permet de mettre de la valeur aux robes de princesse. bah oui, non, mais bien sûr, je me suis pas reconstruite toute seule, ça a été bien là toute la problématique. Parce que Vous vous rendez compte? On réussit à avoir trois échanges ensemble, alors que nos histoires font qu'on n'aurait jamais dû. Ça devrait être de l'ordre de l'impossible. Mm. Si on était restés chacun dans notre monde, c'était de l'ordre de l'impossible. C'est quand même touchant. C'est bien la preuve qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui se guérit et qui peut se guérir parce qu'on rencontre à un moment donné un autre qui va mettre les mots, qui va accueillir, Oui. qui va nous permettre de penser avec un E et de penser avec un A. Parce que si on ne Alors, peut pas penser avec un E, on ne peut pas penser avec un A, hein. Tout à l'heure, je disais, alors, je je- vais le dire autrement, si vous me permettez. C'est les mots, puisque maintenant, en plus, les neurosciences, puisque vous y faites référence aux neurosciences, les neurosciences qu'on appelle les neurosciences de la cognition incarnée le montrent, c'est les mots dont les effets s'internalisent. les effets s'internalisent. Oui, vous, Donc, vous c'est pas employez les... des mots très Oui, mais psy. c'est très important parce que c'est pas les mots en eux-mêmes, c'est les effets relationnels qui sont véhiculés par les mots. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas le nom de Brigitte Bardot qui comptait, mais c'est la manière dont il est exprimé et que c'est ces effets relationnels-là qui, où là, l'internalisation a été destructrice chez moi. Oui, bien sûr, c'est le mot en tant qu'enveloppe qui vient
porter quelque chose de soi pour le transmettre à l'extérieur. Dès lors que je peux nommer un vécu, dès lors que je peux nommer qui je suis, d'où je viens, alors je peux transmettre mon histoire et j'existe en tant que sujet au cœur du social. Ouais. C'est tout, on ne peut pas exister en dehors de cette articulation entre soi et l'autre, entre soi et le social, en fait. Je veux C'est dire, vrai. la vie, elle existe que dans cet entre-deux. S'il n'y a pas cet entre-deux, s'il n'y a pas cet espace-là, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de social, il y a plus de culture, il n'y a plus de société, il n'y a plus rien, il y a que le néant. Alors j'aimerais ajuster, vous savez bien, j'aime bien ajuster. Oui. J'aimerais ajuster parce que justement dans l'autre, il y a deux autres et que c'est pas la même chose. Il y a l'autre avec laquelle va se construire l'intime, l'expérience privée, l'expérience intime. Et il y a l'autre avec lequel va se construire le social. Et c'est pas les mêmes autres. Ah, je suis pas d'accord. Ah bah, Ou alors, je c'est crois ne pas être d'accord, il faut que vous précisiez votre pensée. c'est toute la différence. Je vais vous donner un exemple concret qui va vous faire comprendre. C'est les gens, par exemple, qui croyaient s'être fait des amis, par exemple, dans le milieu professionnel, puis ils sont licenciés, où il leur arrive un ennui et tout le monde leur tourne le dos. Et là, ils découvrent que c'est pas des amis dans l'intime. Hmm. Et l'expérience de l'intime, ce que j'appelle, parce que maintenant, comme qui est l'archétype, c'est la famille, mais comme maintenant, il y a des variations telles, je l'appelais le collectif intime, il triangule avec le collectif sociétal. Le collectif intime, il est dans le collectif sociétal, mais le collectif sociétal, c'est pas le collectif intime. Et justement, que- qu'est-ce qui se passe dans une famille? Ben justement, quand les parents accompagnent l'enfant, ben l'enfant, il doit passer justement à créer de l'espace intime familial, un nouveau espace intime qui commence à l'adolescence avec les groupes d'amis, etc., etc. Et il doit s'insérer dans l'espace social. Mais dans la famille se jouent deux espaces et c'est très important parce qu'aujourd'hui, dans notre société, ces deux espaces ils sont sacrément dissonants. Oui, oui, ça, je suis d'accord, mais Et donc, c'est vraiment important de faire la différence parce que sinon, il n'y a pas de triangulation possible. Et justement, un des problèmes majeurs de mon point de vue aujourd'hui, c'est que l'espace social infiltre tellement l'espace intime que c'est comme s'il n'y a plus que l'individu et la société. Mais l'individu et la société, c'est d'une violence inouïe s'il n'y a pas de triangulation. disons il y a plusieurs, c'est-à-dire que la notion d'intimité, elle se joue à plusieurs étages, parce qu'en fait, l'intime et le social se jouent à l'intérieur de la famille, dans lesquels il devrait y avoir normalement des espaces intimes et privés, puis des espaces sociaux. On peut imaginer que le salon, la cuisine sont des espaces sociaux, et que les chambres, la salle de bain ou les toilettes sont des espaces intimes. Mais je veux dire, sur une autre échelle un peu plus large, on va retrouver les mêmes choses, c'est-à-dire qu'à l'école, dans l'espace social public, on va retrouver des endroits intimes, les toilettes toujours, et Mais puis, bien sûr, bah, et parce que etc., etc. Mais Parce que l'école en elle-même est aussi un point d'espace de triangulation entre la tous les espaces sont des espaces de triangulation. Moi, dans mon plus histoire, ou moins mariés, plus ou moins. bah, normalement, tous les espaces sont enfin, l'autre est un espace de triangulation, quel qu'il soit. Ben, c'est pas l'autre, c'est le lien entre l'autre et la C'est moi, participation. l'autre et la relation. C'est-à-dire pour moi, la troisième personne, la troisième dimension, c'est la relation, c'est l'espace, c'est le sacré, c'est l'intouchable. C'est ça qui fait la triangulation, en fait. Si cette triangulation, elle n'est pas internalisée, pour reprendre votre vocabulaire, elle ne peut pas se vivre dans l'espace social. Mais moi, dans mon histoire, je n'avais pas de dimension sociale. Mon intime avait été complètement dépouillé. Mon intime était social. C'est-à-dire que mon corps, il avait été, euh, il avait été abusé, j'étais dépossédée de mon corps. J'étais dépossédée de mon corps. Le viol, il a eu comme effet de me voler mon nom, de me voler mon corps, de me voler.
C'est comme si je n'avais plus de corps, je n'avais plus d'intimité en fait. Mon corps, c'était les autres, c'était plus moi. J'étais comme à l'état de, j'aime bien le mot qu'emploie Boris Cyrulnik, hein, l'état de nourrisson géant. J'avais un corps, sauf qu'il n'était pas habité, il n'était pas incarné. Je n'avais pas d'intimité, je n'avais pas de la dimension de sujet. Vous savez, ces gens qui parlent en termes de on. Ben voilà, moi c'était on. Oh ben oui, on pense que c'est qui on. Ben, Ben oui, c'est-à-dire que moi, mon intime. Je le rencontrais même à l'école. J'avais pas besoin d'être dans une expérience. C'est-à-dire que j'avais tellement pas d'intime. vous ne pouviez pas le rencontrer à l'école non plus. Ça, je peux en témoigner aussi dans mon histoire. C'est que c'est justement dans ces situations-là où l'enfant à l'école va être malheureusement souvent victime d'abus et de harcèlement. Bah, exactement. Parce qu'en fait, quand on n'a pas quand on n'a pas de frontières corporelles, on C'est ne peut ça, pas sentir qu'elles sont abusées. Donc on peut pas dire non. On ne sait même pas qu'elles sont abusées. Il c'est n'y a pas ça. d'intime. L'intime, et en fait, là où je dis qu'il y a eu, parce qu'à un moment donné, il y a quand même cette rencontre avec l'intime, c'est-à-dire qu'à force d'être abusé, d'être à vivre comme ça tout le temps, d'être abusé systématiquement, il y a un moment donné où c'est stop. C'est-à-dire que cette rencontre avec le monde, pour moi, c'était une rencontre qui était violente. Mon corps était douleur Oui, et le corps social était douleur. oui. Et donc, à un moment donné, pour sortir de ça, bah, il a bien fallu que je reconstruise ces frontières. C'est-à-dire que c'est dans ma rencontre avec l'autre, peu importe le Ah, degré d'intimité ou de complicité que j'avais avec l'autre, mais c'est dans cette rencontre qu'à un moment donné, j'ai petit à petit réélaboré mes frontières personnelles et que j'ai pu rentrer en relation avec l'autre et du coup est-ce que avec vous êtes moi. en train de dire, Marie, que peu importe n'importe quel autre, je peux reconstruire avec n'importe quel autre l'intime et mes relations et mes frontières corporelles? Toute relation, quel que soit le degré, quel que soit là, le type de relation, m'ont toutes permis de réélaborer l'intime. Parce que dans l'intimité, il y a des degrés, il y a cet espace, je vais définir comme le jardin secret, dans lequel on ne laisse entrer personne. Il y a un peu plus loin cet espace de jardin secret où on laisse entrer un petit peu sur invitation. Après, il y a encore un espace. Enfin, voilà, il y a il y a différents espaces en fait. Et donc moi, c'est ces différents espaces-là qu'il a fallu que je reconstruise. Celui le plus proche de moi, le jardin secret qui n'est que entre moi et moi, a été le dernier à se réparer. Avant, j'ai franchi les étapes. Puis il y a eu un moment donné où là, c'est Marie, là, c'est le sacré, là, c'est même moi, je n'y touche pas. Parce qu'il y a quelque chose qui est intouchable. Et il y a quelque chose qui est tellement intouchable qu'il est indestructible. Mais ça a été, c'est ce qui est venu en dernier. Mais toute rencontre, toute autre, a été un maître en la matière. Parce que j'ai vraiment vécu cet interdit de la relation. Donc tout autre a été un guide pour m'amener à reconstruire cette enveloppe corporelle, à me réapproprier mon corps, à me réapproprier mon énergie créatrice et à apprendre à la canaliser après de façon créatrice et à devenir, c'est pas pour rien que je suis devenue, entre guillemets, experte dans la relation et dans ce que j'appelle l'écologie relationnelle. Quand on est interdit de relation, on est interdit d'amour. On ne peut pas aimer. On bouffe. On bouffe l'autre, on se laisse bouffer. Il n'y a pas d'amour. J'avais un idéal, je le savais, je le sentais, je n'arrivais jamais à le vivre. Mais aujourd'hui, je le vis.
cet amour avec moi-même, avec la vie. Parce que c'est ça le premier amour. C'est celui avec la vie en soi, avec son corps. Et tout à l'heure, du coup, j'ai pas pu finir ma phrase, mais je trouvais ça très intéressant justement qu'on aborde cette question de l'intimité dans ce dialogue féminin-masculin, parce qu'il est essentiel en fait. Parce que c'est ça, c'est cette intimité, c'est l'intime de soi qui naît dans ce dialogue-là, qui ne peut naître que dans ce dialogue-là. Et quand je parle de dialogue, je parle bien d'une relation dans laquelle se trouve un espace sacré. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la toute-puissance sur l'autre, parce qu'on ne l'est pas sur soi, parce qu'on ne peut pas contrôler la vie en fait. Moi, toute ma vie, on m'a dit, il n'y a que toi pour te sauver. Ben, un jour, j'ai découvert que non, même pas, c'est pas vrai. Parce que je ne peux pas me sauver. Je ne peux pas, je ne suis pas dans la toute-puissante. Je ne peux pas contrôler ma biologie. Il y a plein de choses que je ne peux pas contrôler, hein, le jour, la nuit, ma biologie, le fonctionnement de mon cœur, de mon foie, mes intestins. Ils m'embêtaient tous, hein, mais voilà. Donc, à un moment donné, il a fallu que je fasse confiance à la vie, que j'apprenne et les lois de la vie, que j'apprenne et que je prenne le temps de vivre et de laisser mon corps se régénérer, de laisser la vie faire son œuvre. C'est-à-dire que pour moi, dans la relation au monde, chacun fait sa part, mais l'idée, c'est de laisser la vie faire son œuvre. Parce que c'est pas nous qui créons notre vie, c'est la vie qui nous crée, qui nous enfante. Donc il y a une co-création, il y a quelque chose qui se co-crée. La vie nous enfante à travers une matrice. Voilà, voilà. Et cette matrice, c'est notre corps, c'est la terre, c'est la société, c'est la culture, parce qu'on ne peut pas se dissocier des autres. Sans les autres, c'est vraiment cette idée que la vie n'est pas une histoire personnelle, quoi. Hmm. Sans les autres, nous n'existons pas. Sans le lien, il n'y a personne. Il n'y a que le chaos. Il n'y a que le La chaos. mort. C'est ça, le chaos, la mort. Le chaos, la folie, la mort. Et moi, j'ai été sur ce fil pendant très nombreuses années. Ah, je peux l'entendre. Ouais. Le dialogue entre le féminin et le masculin au fondement de la culture. Et c'est vrai que ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au langage technique, à ce que nous propose aujourd'hui notre culture comme terrain d'échange, bah, c'est assez affolant quand même, hein. C'est assez affolant, hein. Parce que oui, Et- la technique n'est pas sexuée, elle n'a ah pas de non, sensibilité, elle n'a pas non, d'intime. non. Je reviens à cette dimension de l'altérité de l'autre en tant qu'inconnu, en tant que mystère que je ne peux pas posséder. Euh, et ce mystère auquel je dois finalement obéir, me soumettre, parce que s'il y a un endroit où je me soumets, c'est bien au sacré, au mystère de la vie, à ce que je ne peux pas toucher, à ce que je ne peux pas m'approprier. Tout ce qui appartient à la nature, tout ce qui n'a pas été créé par l'homme est sacré. Et, et l'autre, en fait, moi, ma vie, elle a été un grand champ de bataille dans lequel je me suis fait dévorer, dévorer, dévorer par l'autre. Mais l'autre a été mon plus grand guide, mon plus grand guide, mon plus grand maître. Et c'est justement ceux qui avaient construit un minimum leur intimité qui m'ont montré le chemin. Quand vous dites l'autre, c'est un autre indifférencié ou... Un autre indifférencié, ouais. Ah ouais. Aussi bien les hommes que les femmes. Parce que moi, dans ma structuration psychique, ayant eu des parents toxiques, féminin, masculin, les deux, et il n'y en avait pas un pour attraper l'autre,
Et, euh, et donc, j'avais vraiment mon problème de relation, il n'a pas été que avec les hommes ou que avec les femmes. Il a vraiment été avec les deux, quoi. Avec les deux, pareil, Mm. pareil. Je vivais la femme comme dévoratrice. Mm. De toute façon, le terrain même de la relation, peu importe le protagoniste en face, hein, était une toile d'araignée. Je mettais le doigt, le petit doigt dessus, là, poum, ça se refermait et je me faisais bouffer par la relation. Voilà donc bon, un sacré chemin, mais qui me fait dire aujourd'hui que rien n'est foutu. Oh, puis je suis encore un peu jeune, hein, j'ai de longues années devant moi. Je vais pouvoir enfin profiter de la vie maintenant que j'ai pondu mon joli cancer. Je crois que ça, c'est vraiment important de pouvoir dire que, que la vie est faite de rencontres et que ces rencontres peuvent réorienter le cours des choses, y compris quand les rencontres ont à passer par un professionnel ou une professionnelle ou des professionnels. Mais la vie est faite de rencontres et que les rencontres peuvent réorienter l'histoire. Et que oui, peut-être qu'il y a des extrêmes où il n'y a pas de retour en arrière possible, mais heureusement, dans beaucoup et beaucoup de situations, il y a des possibilités de transformation que nous apprenons à retrouver cette confiance dans la vie comme guide. Tout à fait. Et c'est vrai que moi, la vie a été mon plus grand guide, hein, parce que, je veux dire, aujourd'hui, enfin, grâce à des gens comme vous qui créez des écoles de formation, de thérapie relationnelle, etc., euh, il y a enfin des professionnels qui sont formés. Mais moi, à l'époque, je veux dire, je n'ai rencontré personne. Je rencontrais des psychanalystes qui me figeaient, qui me rendaient mutique, qui me traumatisaient littéralement. C'est-à-dire que moi, en fait, j'étais en état de stress post-traumatique. J'ai mis des années à le savoir. Je ne le savais même pas. J'avais le cerveau figé. Je lisais des tonnes de bouquins parce que j'avais besoin de comprendre ce qui se passait, à quelle sauce j'étais mangée. Mais je n'arrivais pas à j'avais la mémoire. En fait, j'étais un peu interdit de penser. J'avais la mémoire complètement chaotique et je n'arrivais pas à m'exprimer, j'arrivais pas à trouver les mots et tout ce que j'ingurgitais en fait. Et comme j'étais coupée de mon corps, ça descendait pas. Je dirais, bah, du coup, ça tournait en boucle. J'étais enfermée dans ma tête pendant des années, des années, des années, des années. Et j'ai trouvé mes propres outils. Tout à l'heure, je parlais des objets. Du coup, j'ai fabriqué des poupées. Enfin, j'ai vraiment, je suis devenue sorcière, alchimiste, j'ai créé ma sauce et je suis arrivée à trouver les choses qui m'ont aidée, notamment l'écriture de mon récit de vie que j'ai fini par publier, hein, mais ça m'a demandé plusieurs étapes, hein, parce que l'écriture thérapeutique à l'écriture socialisante et après socialisable, il y avait tout Parcours. un parcours. Mais aujourd'hui, je trouve super qu'il y ait enfin des professionnels qui soient formés. Mais il en manque. Il en manque. Et il en manque parce qu'on a tous ce pouvoir thérapeutique. C'est-à-dire que lorsque aujourd'hui un enfant exprime un vécu et qui se retrouve face à un adulte, soit qui ne sait pas, soit qui est souffrant, c'est-à-dire qu'il ne peut pas entendre ce qu'il dit parce que ça lui renvoie à des choses qu'il n'arrive pas lui-même à penser, soit il est complètement déformé, c'est-à-dire et qui va venir poser des mots mensongers qui vont renforcer la confusion de l'enfant, hein, où il va lui dire tu dis n'importe quoi, mais t'as rêvé, enfin voilà. Je veux dire, et c'est à un moment donné, c'est prendre conscience de comment nous sommes tous des pères, Pairs, pour un enfant, c'est-à-dire des tuteurs, des en Afrique, ça se fait naturellement. C'est-à-dire, et ça c'est, moi j'ai une fille qui est beaucoup, qui vit beaucoup en lien avec l'Afrique. Elle a un compagnon qui est là-bas. Enfin, et donc du coup, tous les enfants appellent toutes les mamans maman. Toutes les femmes sont des mamans. Un enfant, il peut se trimballer dans la rue. Je veux dire, tous les adultes, ils ont un œil sur l'enfant.
Ici, en Occident, un enfant se fait taper dessus, hurler dessus, parfois de façon tellement violente que qu'on reste tétanisé et personne ne bouge. C'est pas mon fils, c'est pas ma fille. Quel droit je vais aller intervenir? Mais en fait, si, bien sûr qu'on a à intervenir. Bien sûr qu'on doit interpeller l'adulte qui est en train de maltraiter. Bien sûr que quand on est témoin et qu'on ne dit rien, ça a des conséquences. Ça a des conséquences. Et quand un enfant vient poser des mots, vient se confier et que on lui dit oui, je vais garder le secret, ben, à un moment donné, on devient, enfin, on lui maintient dans sa confusion psychique. On ne peut pas garder des secrets. C'est pas des secrets, ça. Enfin voilà, donc on a toute une co-responsabilité parce que en fait, c'est comme si la société, elle était complètement pervertie. C'est-à-dire que quand je parle d'une violence qui nous empêche de penser la violence qui nous est faite, ça existe vraiment au niveau culturel, au niveau social. C'est comme si le corps social, notre conscience collective, elle était en état de choc post-traumatique. C'est-à-dire il y a quelque chose qui ne peut pas se penser. C'est, 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 euh, et donc, du coup, des fois, enfin, il y a eu des périodes où j'avais envie vraiment de secouer le monde en disant alors. Puis aujourd'hui, ben, je lâche un peu l'affaire en me disant que il faut du temps. Il faut du temps que de toute façon, la vie œuvre aussi pour nous réveiller tous collectivement, hein. Et je vois bien que c'est à l'œuvre depuis déjà pas mal d'années, mais ça peut pas aller plus vite que, que la charrue, quoi. Enfin, il faut du temps. Laisser le temps au temps. Faire confiance en la vie et puis faire ce qu'on a à faire et laisser la vie œuvrer en fait, hein. Donc je fais ce que j'ai à faire en faisant ce type d'émission notamment. Et mais c'est vrai que tout ça, ça prend racine dans ce dialogue féminin-masculin, homme-femme, et que tant qu'il y a effectivement deux mondes en opposition, hein, on revient à cette histoire de semblable et de Pas différent. de matrice de vie, Voilà, il n'y a pas de matrice de vie. créativité. Voilà. C'est-à-dire que une matrice de vie ne peut s'élaborer qu'autour du semblable et du différent, C'est ça, dans un dialogue c'est ça, vivant, c'est dans ça. lequel il y a de l'espace, dans lequel il y a du vide créateur. C'est pour ça, moi, ça me fait rire hein, quand j'entends les amoureux, les jeunes là, qui disent, ah, j'ai rencontré quelqu'un, on est tout pareil, oh, c'est génial, jusqu'au jour où ça Bon, explose. oui, parce que bien souvent, la vie va leur montrer que le tout pareil n'est pas du tout pareil. Bah oui, bah oui. Voilà. Euh, Bon, Qu'est-ce que vous auriez envie de rajouter, Eric? ce fut un bel entretien, un échange dans une écoute réciproque, Mm. d'un dialogue homme-femme. Super, eh ben merci pour ce temps. Voilà, c'était première vidéo de l'année 2026. Et eh bien, on a fait un triptyque. Il y a donc un lot de 3 vidéos, mais qui sait, il y en aura peut-être encore par la suite. Je sais que vous proposez, vous organisez un séminaire. Il a toujours lieu ce séminaire fin mars. Non, le congrès, on l'annule. Donc, nous allons remettre le travail sur le métier, comme on dit. Merci Eric. Je vous dis à Allez, bientôt. à Merci pour, bientôt. voilà. Merci pour votre écoute et puis à bientôt. Au revoir, Marie. Au revoir.